J'ai vu dans les commentaires qu'on me demandait comment est-ce que tu fais pour monter une boîte internationale valorisée à plus de 150 millions, sans lever d'argent, en commençant avec 1000 euros et surtout en étant basé à Paris. Le premier point en fait, c'est qu'il y a une narrative, surtout dans l'écosystème startup parisien, qui est contrôlée par les VC, donc par les investisseurs, et donc par les médias, puisque les deux en fait sont intimement liés. Si vous regardez un peu la presse autour des startups, on parle tout le temps en fait des levées de fonds et on parle beaucoup moins des boîtes qui lèvent pas, même si elles peuvent avoir un impact beaucoup plus grand. Et ça, c'est parce que les deux en fait sont très connectés et surtout sans rentrer dans des théories de complot, mais parce que évidemment que les boîtes qui lèvent font appel à des agences de presse, les agences de presse sont très connectées aux médias. Et donc forcément, c'est un peu un entre-soi qui fait que les médias racontent plus ou moins tout le temps la même histoire et qu'il n'y a jamais rien d'innovant. Premier point, c'est que c'est tout à fait possible de le faire, qu'on n'est pas une exception. On l'a fait et je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Le premier point qui est super important, c'est qu'on a tous des croyances limitantes. Et à partir du moment où on se dit que c'est impossible de se développer aux États-Unis quand on n'a pas d'argent et quand on est basé à Paris, puisque en fait on a lu quelques articles qui annonçaient à chaque fois que telle ou telle boîte levait des dizaines de millions justement pour aller à l'international. En fait, à partir du moment où on a cette croyance limitante et qu'on n'essaye pas de le faire, et ben en fait c'est sûr que ça marchera jamais. Et ça c'est comme tout dans la vie. J'adore la phrase de Michael Jordan qui disait on rate 100% des shoots qu'on ne prend pas. En fait c'est la même chose dans la vie. Si tu tentes pas ta chance, en fait t'es sûr d'échouer. Donc pour l'international, avant de parler de l'international, il faut comprendre qu'au tout début, nous, notre marché, il était essentiellement basé aux États-Unis. Et donc avant de vous expliquer comment j'ai fait pour m'implanter aux États-Unis en étant basé en France, puis ensuite à l'international, je pense que c'est important de comprendre la mentalité américaine. Et je vais vous raconter du coup deux petites histoires. Une histoire qui m'est arrivée très récemment. En fait, je ne sais pas si vous avez suivi ou pas, mais je fais beaucoup de triathlon en ce moment. Mon objectif, c'est de me qualifier pour les championnats du monde cette année, donc je m'entraîne beaucoup, etc. Et en fait, il y a une personne de mon équipe qui a décidé de contacter quelques marques pour potentiellement faire des petits partenariats ou un peu de sponsoring. Et du coup, elle a contacté des marques américaines et des marques françaises. La seule marque française en fait qu'on a contactée, qui est une marque de triathlon assez connue, mais je ne vais pas mentionner le nom, la réponse de son fondateur, c'était vraiment une réponse typique de français. Dans l'objet du mail, en fait, il y avait écrit projet pour devenir champion du monde, qui est peut-être un objectif ultra ambitieux, qui est peut-être un objectif irréaliste, mais en tout cas, qui a un objectif. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça reste un objectif. Et donc, sa réponse à lui, c'était de dire qu'il n'était pas intéressé par un partenariat et qu'en plus, il trouvait que c'était vraiment malhonnête de mettre cet objectif dans le mail. Donc ça, c'est typiquement français. C'est franco-français en fait. C'est des gens qui se sentent tout le temps menacés par l'ambition des autres. Donc dès que quelqu'un est trop ambitieux en France, on va appeler ça de l'arrogance. Pour continuer cette histoire, toutes les marques américaines qu'on a contactées, on a eu des retours vraiment ouf. Genre les gens, ils étaient ultra positifs en mode le projet a l'air incroyable, c'est trop stylé, on va vous mettre en contact avec XYZ. Enfin, ça avait vraiment rien à voir. Et en fait, c'est ça la différence entre la France et les États-Unis. C'est que là-bas, l'ambition, c'est quelque chose qui est respecté. En France, c'est quelque chose qu'on associe à de l'arrogance. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'au tout début de l'Emlist, j'avais pas d'argent, mais je savais faire de la prospection. En gros, moi, avant l'Emlist, j'avais monté une agence de prospection commerciale. Donc, pour moi, envoyer des messages, donc on appelle ça cold email, donc message à froid à des gens qu'on connaît pas pour justement réussir à avoir des rendez-vous, ça, je savais le faire. Et j'avais pas cette croyance limitante de me dire que j'étais forcément bloqué en France, puisque en fait, avec mon agence, j'avais déjà closé des clients basés aux États-Unis. Donc, dès le départ, je me suis dit, je vais faire plusieurs campagnes de prospection. Donc, la façon dont je l'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, quelle est ma cible actuelle? Je vais me créer donc une base de données assez simple. Tu peux aller sur LinkedIn. Tu prends par exemple tous les fondateurs de boîtes de moins de 10 personnes en B2B qui vont forcément faire de la prospection puisque je suppose qu'ils veulent se développer. Je vais les contacter dans différentes régions et je vais voir combien j'arrive à avoir de rendez-vous par région. Et en fait, c'était assez marrant parce que en France, j'arrivais un petit peu à avoir quelques personnes qui voulaient tester la solution,
Mais c'était toujours la même chose après. C'était des gens en fait qui me disaient bah ouais mais il manque telle ou telle fonctionnalité donc redonne-moi du temps gratuit et je continuerai de te donner du feedback. Alors qu'aux États-Unis, les gens en fait ils testaient et très rapidement en fait même s'ils voyaient que le produit n'était pas fini, ils acceptaient ça et ils se disaient bah moi en fait j'aime bien l'histoire. Ils trouvaient le projet ambitieux et du coup ils aimaient bien la vision, ils avaient envie de faire partie de l'aventure et donc ils n'avaient pas de problème à payer pour soutenir ça. Parce qu'en fait aux États-Unis il y a tellement un goût du risque qui est prononcé que quand tu dis aux États-Unis que tu es entrepreneur, les gens ils te respectent parce qu'ils savent en fait que ça demande du courage de lancer une boîte, de vraiment risquer en fait sa situation actuelle pour une situation qui est un peu précaire parce que tu sais que tu fais pas d'argent au départ et ça ils le respectent à fond et ils ont vraiment ce côté où ils ont envie de t'aider. En France, évidemment qu'il y a des gens qui sont comme ça et il y a plein de personnes qui ont fait partie de l'aventure Lemlist, qui nous ont soutenus depuis les débuts. Mais le pourcentage de closing que j'avais aux États-Unis versus en France, ça n'avait rien à voir. Et donc très rapidement, quand j'ai vu que ça fonctionnait mieux aux États-Unis, bah, j'ai arrêté mes campagnes de prospection sur la France et j'ai vraiment focalisé tous mes efforts sur North America, donc États-Unis, Canada, et aussi sur l'Australie parce que ça fonctionnait bien là-bas. Donc la question que tu dois te poser, c'est d'accord, mais comment tu fais pour trouver justement les personnes à contacter? Tu as plein d'extensions en fait qui te permettent de trouver les emails des gens sur LinkedIn. Lemlist permet aujourd'hui de le faire avec son extension. Et donc grâce à ça, moi je me faisais des listes. Mais honnêtement, il y a plusieurs façons de trouver des clients à l'international. Donc là, évidemment, je t'ai parlé de l'approche à froid qui fonctionne, mais qui est plus complexe que deux autres approches que j'ai réalisées. La première, en fait, c'est l'approche communautaire. L'approche communautaire, ça consiste en quoi? En fait, c'est d'aller trouver des communautés. Donc des communautés, t'en as partout. Tu as des communautés sur Reddit, tu as des communautés sur Facebook, tu as des communautés sur Slack. Honnêtement, si tu sais faire des recherches dans Google, il n'y a aucune raison pour que tu ne trouves pas des communautés avec ta cible sur une de ces trois plateformes. Une fois que tu trouves ces communautés, tu rentres dedans. Quand tu rentres dedans, tu regardes les problèmes des gens. Tu regardes de quoi ils parlent exactement. Tu regardes la façon dont ils parlent. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai infiltré des dizaines de communautés, que ce soit sur Slack ou Facebook à l'époque. Donc on appelait ça les Facebook Groups. Mon but, c'était uniquement d'aider un maximum de personnes sur des sujets que je maîtrisais. Et évidemment, le sujet que je maîtrisais le mieux, c'était la prospection commerciale. Donc, en allant sur ces groupes, dès que je voyais qu'il y avait des gens qui avaient les problèmes que je mentionnais, en fait, je proposais mon aide gratuitement. Et donc, si quelqu'un avait des campagnes de prospection en cours où il galérait, j'allais le contacter, j'allais lui dire si tu veux, je peux regarder tout ton setup, potentiellement challenger un peu ce que tu as écrit et tester 2-3 approches. J'avais mon agence d'acquisition, j'ai aidé X, Y, Z personnes. Si tu veux, on se prend 15 minutes et je regarde. Et en fait, les gens, quand tu fais ça, évidemment, tu vois, tu leur proposes de l'aide gratuitement. Donc en fait, tu vas commencer à créer ton réseau. Parce que un point qui est important et que j'ai peut-être pas mentionné, mais c'est que en 2018, moi j'avais zéro réseau, j'étais personne. À la base, moi je suis ingénieur chimiste. Après, j'ai fait un master en marketing, mais de base, je suis ingé chimiste. J'ai pas du tout un réseau de port dans le business. Mes parents n'ont pas fait d'études, c'est pas des entrepreneurs. Je viens pas du tout de ce milieu. Donc en fait, comment est-ce que tu fais pour te créer un réseau? La meilleure façon, c'est d'aider les gens. Donc comment t'aides les gens? Dans un premier temps, tu dois développer des compétences sur un sujet spécifique pour devenir un peu un expert. Et grâce à ces compétences, au lieu de les vendre, tu les donnes gratuitement et ça va te permettre de créer du lien fort avec des gens. Ça prend du temps, c'est chiant, mais en fait, c'est la base pour construire une boîte. Parce que plus tu vas faire ça, plus ton réseau va être gros et plus tu as aidé de gens, plus d'autres gens auront envie de t'aider. En fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, les gens, quand je les prenais en call comme ça aux US, dans des groupes comme ça, et je leur expliquais, ok, là en fait, tu devrais faire telle ou telle approche, là rajouter plus de follow-up, etc., etc. En fait, les gens à la fin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, mais tu fais quoi aujourd'hui, toi, du coup? Ah moi, je suis en train de lancer un outil sur la prospection commerciale. Ah ouais? Mais du coup, je pourrais changer l'outil que j'ai actuellement pour utiliser le tien? Ouais, si tu veux, mais t'es pas obligé. Ah si, je vais le faire du coup. Je dis ouais, mais tu sais, on est encore en bêta, c'est un peu... Non, mais t'inquiète, je vais le tester et tout, et je te donnerai mon feedback. Et ça, en fait, ça vient naturellement. Et en gros, tu as des effets de réseau parce que plus tu vas aider de gens dans un groupe, plus quand il y a une autre personne qui va avoir le même problème, le groupe va te mentionner comme la référence, et petit à petit, en fait, tu vas devenir l'expert. Et ça, tu vois, dans 3-4 groupes Facebook, j'avais réussi à faire ça, et donc devenir l'expert là-bas, ça m'a permis d'avoir
facilement, tu vois, 20, 30, 40 clients comme ça, juste par des communautés Facebook. Le second point, c'est les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter, etc. Là, tu peux taper des mots-clés en fonction des problèmes que tu résous. Donc, si je tape cold email dans LinkedIn, je suis sûr que je vais trouver des personnes qui parlent de cold email. Donc, ça peut être par exemple des posts soit à propos de la technique du cold email. Donc, toutes les personnes qui vont commenter, interagir, potentiellement, ça peut être ma cible et je peux les contacter en utilisant ça justement pour créer du lien et pareil, leur proposer 15 minutes pour les aider sur un sujet particulier. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tous les posts, par exemple, comment and get. Donc, c'est des personnes qui, en gros, te disent si tu veux accéder à tel ou tel e-book, mets le commentaire et je te l'envoie. Bah, par exemple, si tu as quelqu'un qui met un e-book sur comment poster du contenu en ligne sur LinkedIn, et là, tu vois qu'il y a 1000 commentaires, bah, en fait, tu peux scraper, donc extraire les 1000 personnes qui ont commenté. Typiquement, ces 1000 personnes, tu vas aller regarder leur profil, tu vas regarder s'ils postent du contenu ou pas. S'ils en postent pas, tu te dis, bah, les mecs, ils sont intéressés pour faire ça, mais ils y arrivent pas encore, ils sont pas encore passés à l'action. Et si toi, tu vends un service de copywriting pour aider les gens à écrire des posts, bah, typiquement, tu pourrais le contacter. J'ai vu que tu étais intéressé par tel post. Je suppose que tu as envie de grossir ta présence sur les réseaux. De mon côté, j'aide X, Y, Z à le faire. Est-ce que ça fait sens qu'on se fasse un appel? Je peux te faire 1 ou 2 posts gratuits et tu me diras comment ça marche, tu vois. Et en fait, juste en faisant ça, c'est sûr que tu vas avoir des rendez-vous parce que ton offre, en fait, elle est irrésistible. Les gens, ils ont rien à perdre. Sauf peut-être un petit peu de temps, mais tu vois, si tu as un petit peu de preuve sociale, ça fonctionne. Et donc ça, en fait, c'est quelques méthodes qui vont te permettre d'avoir tes premiers clients. Et quand tu as tes premiers clients, tu passes ensuite à la partie cercle vertueux. Et la partie cercle vertueux, c'est quoi? Il y a 2 étapes. La première étape, c'est demander des témoignages. Pourquoi demander des témoignages? Parce qu'en fait, ça va apporter de la preuve sociale. Quand tu as des gens qui parlent de ton produit en l'expliquant pourquoi ça résout tel ou tel problème, évidemment, tu rajoutes beaucoup plus de crédibilité à ce que tu fais. Fait chaud. Je transpire du coude. Ça n'a aucun sens. Et donc la partie cercle vertueux, c'est quoi? C'est que tu vas contacter en fait tes clients existants. Une fois que tu as fait les témoignages clients et que les personnes ont accepté de faire des témoignages clients, c'est généralement des gens qui de base ont envie d'aider, puisqu'ils sont OK de faire un témoignage. Et donc comme ils ont envie d'aider, rien ne t'empêche de leur demander « Hello prénom, merci encore pour ton témoignage. Est-ce que dans ton réseau, tu aurais 2-3 noms que tu pourrais me partager de personnes qui pourraient utiliser mon produit ou service ?» Et en fait, ça marche ultra bien parce que dès que tu as des noms d'une personne, en fait, ça te fait une intro assez qualifiée et ça te permet justement de te déployer et de te développer. Donc de 0 à 100 clients, ça c'était vraiment la technique qui marchait le mieux. À côté de ça, du coup, je faisais des choses qui marchaient pas vraiment bien au début, mais qui ont super bien marché par la suite puisque c'était des actions qui ont ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc c'était quoi ces actions concrètement? En fait, à chaque fois que je signais un client, en général au début je proposais du service un petit peu à côté gratuit. Donc là où une agence d'acquisition allait te facturer peut-être 2000 € pour rédiger tes campagnes, moi je le faisais gratuitement au départ, mais du coup à côté de ça j'avais des gens qui utilisaient et qui payaient pour notre outil. Et ça en fait petit à petit, du coup ça m'a permis d'avoir une base de contenu que je créais, puisque en fait vu que j'écrivais leurs campagnes, j'utilisais aussi les templates et les résultats des campagnes pour montrer en fait à chaque semaine à la communauté quels étaient les messages que j'avais fait, pourquoi ça marchait ou pourquoi ça marchait pas, etc., etc. Et ça en fait, en créant ce contenu à côté, on en revient à ce dont je vous parlais dans la dernière vidéo, qui était la confiance. La confiance en fait avec ce triangle à chaque fois, c'est crédibilité, reliability et connexion émotionnelle. Donc évidemment, quand tu aides les gens, la connexion émotionnelle elle est plus forte puisque tu as aidé quelqu'un. Ensuite, ta crédibilité, quand les gens ils ont des résultats ou en tout cas qu'ils voient les résultats que tu as pour les autres, en fait, elle augmente. Et la reliability, donc les promesses que tu fais par ton outil ou ton service, en fait, elles sont là puisque tu as les témoignages clients qui le prouvent. Donc en fait, tu as ta confiance qui grandit de façon exponentielle. Et donc ça, c'est un truc que je faisais, donc pas mal de contenu à côté. Le contenu, ça prend du temps avant d'être vu. Et c'est pour ça que c'est important de toujours réutiliser son propre contenu puisque ton audience jour 1 versus ton audience 365 jours plus tard, elle est forcément pas la même. Si mettons que ton audience elle a fait x10,
Ça veut dire que si tu avais, par exemple, je sais pas moi, 100 pélos qui regardaient ton contenu et que à la fin de l'année, tu en as 1000, en fait, il y a 900 personnes qui ont jamais vu ton contenu à la fin de l'année. Donc, en fait, tu peux le reprendre, le repackager et en fait, tu sais que tu vas apporter énormément de valeur à 900 personnes. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup fait. Et petit à petit, en fait, ça a pris. Et en gros, il y a eu un mix entre le bouche à oreille, la création en fait de ce qu'on va appeler le seeding, donc la graine, en gros la graine que j'ai plantée, moi je l'ai plantée aux États-Unis dans des communautés où il y avait des gens qui avaient potentiellement un peu d'influence. Donc en les utilisant, en créant du contenu avec eux, en fait ça a permis de faire grossir mon aura et mon audience. Donc j'avais plus de gens qui regardaient ce que je faisais, il y avait la crédibilité qui était là et ça sur une audience 100% américaine. Ensuite, l'autre point dont j'ai parlé un petit peu, mais c'est l'effet de halo effect en anglais. Le halo, donc c'est en fait ce qui rayonne. C'est que typiquement, si demain tu me vois dans un resto avec Barack Obama et Beyoncé et que tu sais pas qui je suis, en fait tu vas te dire ce gars-là, il a l'air d'être stylé. Il est avec Barack Obama et avec Beyoncé, c'est plutôt cool. Et donc concrètement, comment ça fonctionne quand tu développes un outil comme Lemlist qui est un outil de sales automation, en fait, j'ai eu tous les plus grands noms américains en webinar avec moi. Et comment ça a fonctionné? En fait, c'est ce que j'appelle la technique de l'escalier. Tu peux pas aller de l'étage 0 à l'étage 100 directement sans monter les marches. Et les marches, c'est quoi? C'est des marches d'influence. Donc la première personne que tu as, c'est une personne qui est sur une marche proche de toi, donc quelqu'un potentiellement qui fait du très bon contenu et qui a une audience plus grosse et qui aimerait être en webinar. Donc ça, tu prends cette première personne peut t'introduire à une personne à une marche un peu supérieure et ainsi de suite. Et comme ça, tu vois, je suis arrivé à avoir des gars comme, je sais pas, Jill Rowley, Aaron Ross, donc Aaron Ross qui a écrit Predictable Revenue, un des livres les plus connus en sales, Keenan qui a écrit Gap Selling, Beck Holland, bon j'en passe. Mais tout ça, en fait, ça a créé beaucoup d'opportunités. Et en fait, les gens, du coup, dans l'industrie sales aux États-Unis, qui me voyaient avec toutes ces stars, en fait, elles se disaient, tiens, c'est qui ce gars? Et en creusant, ils voyaient que j'avais Lemlist, donc un outil de sales automation. Et donc, forcément, ça les intéressait. Et petit à petit, en fait, tout ça, entre la prospection, le contenu de qualité, l'expertise, aider les gens gratuitement, construire cette confiance, avoir toute la communauté aux US, en fait, on a explosé là-bas. Donc les US très rapidement, c'est devenu notre marché où on avait 80-90% des clients. Et en fait, ce qui se passe quand tu lances une boîte qui fonctionne ultra bien aux US, c'est que les Français, évidemment, qui voulaient pas du tout utiliser ton produit parce que c'était français et que c'était nul au départ, ils reviennent et ils te disent « Oh, je savais pas que c'était français, trop stylé ». Ou tu as les autres, que je vais appeler les gros mythos, qui sont là et qui disent « Ah non, mais Lemlist, je suis depuis 2018, c'est vraiment génial. Guillaume, ce qu'il a fait, c'est trop cool. » Alors que c'était les premiers à dire quand je faisais des vidéos en anglais « On comprend pas ton accent de merde, t'es qu'une p***. » Non, je déconne. Ça allait pas jusque là. Mais clairement, les gens en France, au début, en fait, on a toujours tendance à critiquer, à trouver ça cringe, etc. Et petit à petit, quand ça fonctionne, là, tout le monde te dira qu'ils étaient là pour te soutenir. Alors que la vérité, c'est qu'au début, il y avait personne, que moi je me sentais super seul, mais qu'en fait je le faisais quand même parce que justement le marché qui m'intéressait c'était les US et là-bas les gens en fait ils voyaient que j'essayais et en tout cas ils avaient envie de m'encourager et moi ça m'a donné la confiance suffisante de me dire c'est pas grave que j'ai des haters en France, des gens qui trouvent que j'ai un accent de merde, des gens qui critiquent ce que je fais. Moi je vais rester focalisé sur les États-Unis. Je vois que ça commence j'avais des petits signaux qui me montraient que ça marchait et je me suis vraiment focalisé uniquement sur le positif. Comme j'aime le dire, les entrepreneurs optimistes ne réussissent pas toujours, mais les entrepreneurs pessimistes, eux, vont tout le temps échouer. Et en fait, je pense que c'est super important de garder toujours cette petite flamme en vous, peu importe en fait les petites victoires que vous allez avoir, mais il faut s'y rattacher pour continuer en fait de nourrir cette flamme intérieure qui va vous donner la motivation de faire l'extra mile, donc de faire la petite action en plus qui va vous différencier des autres. Et donc, je parlais du coup de la boîte internationale. Pourquoi internationale? Parce que quand ça marche très bien aux États-Unis, en général, les gens regardent ce qui se passe là-bas et donc commencent à utiliser vos produits. Et donc aujourd'hui, on est dans plus de 100 pays. Les US, ça reste encore notre plus gros marché. C'est plus 90% du business comme avant, mais ça reste
le plus gros marché. Donc j'espère que cette vidéo a été utile, que vous voyez un petit peu que en fait la seule limite qu'on a, c'est la limite qu'on se fixe dans notre tête, que même sans argent, on peut créer une boîte en étant basé n'importe où dans le monde qui est internationale. Aujourd'hui, Internet, ça ouvre des portes qui sont infinies. Vous pouvez trouver l'email de n'importe qui. Rien ne vous empêche d'envoyer un email à Bill Gates, à Elon Musk, et qui sait, peut-être qu'un jour il vous répondra. Vous pouvez écrire à n'importe qui sur LinkedIn, sur Twitter. En fait, le monde est rempli d'opportunités, mais il faut savoir les saisir. Merci à toutes les personnes en fait qui se sont abonnées, parce que maintenant on va pouvoir avoir des chapitres normalement, puisque j'avais pas 1000 subscribers avant. Donc ça c'est cool. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Posez vos questions encore dans les commentaires. J'aime bien, il y a plein de sujets. Là, j'ai 1 milliard de sujets à traiter, donc je vais les faire au fur et à mesure. Vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks. Est-ce que ce format, ça répondait à vos questions, du coup, pour les personnes qui sont peut-être un peu moins avancées et qui ont envie de comprendre comment trouver des clients? Je peux faire des choses un peu plus poussées encore là-dessus. Voilà. Dites-moi en commentaire, pareil, hein, les sujets qui vous intéressent. Et puis, passez une excellente journée. Peace. Bisous.